Réussir une photo à l'ultra grand angle, c'est probablement le challenge le plus difficile que vous aurez à relever en tant que photographe de paysage. Parce que derrière une apparente simplicité du style on cadre large, on prend tout, en fait il y a énormément de choix à faire et de décisions à prendre. Et donc pour vous aider, j'ai créé ce guide complet dans lequel vous allez retrouver toutes mes astuces, tous mes conseils, mes techniques appliquées en pratique sur le terrain que j'ai pu glaner pendant mes 10 ans d'expérience et de pratique de la photo de paysage. Réussir à faire des photos à l'ultra grand angle, c'est probablement le challenge le plus difficile pour un photographe de paysage. Oui, c'est facile d'en déclencher une comme ça, mais de le faire bien, c'est quelque chose qui s'apprend et qui prend des années à maîtriser. Moi-même, ça fait 10 ans que je pratique et j'apprends encore des tonnes de choses tous les jours sur ce type de photo aussi particulier. Et donc aujourd'hui, je vais vous apprendre tout ce que moi, je sais, en tout cas la façon dont je pratique la photo à l'ultra grand angle pour essayer de vous transmettre un maximum de choses. Il va y avoir des exemples, des cas concrets. Ici, on est dans un endroit magnifique à Yellowstone, c'est le parfait endroit pour pouvoir illustrer tout ça. Alors, je voudrais commencer par dire que la photo à ultra grand angle, c'est pas une technique de fainéant. C'est pas un truc de tout est tellement beau, je sais pas choisir, c'est pas grave, je vais prendre une photo à ultra grand angle, comme ça j'aurai tout dedans. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup de choix dans les proportions qu'on va donner, notamment entre le premier plan, le second plan et l'arrière-plan, de choix de réglage, de choix de ce qu'on inclut, de ce qu'on n'inclut pas dans le cadre. Et si vous avez déjà fait de la photo au grand angle, donc au 24 mm sur un plein format, au 18 mm sur APS-C, en fait, vous allez devoir tout réapprendre parce que c'est une autre discipline. Ça n'a rien à voir. C'est comme faire de la photo à 50 mm et faire de la photo à 400, ça n'a rien à voir. Et là, c'est exactement la même chose. Même si les focales sont proches, on va se dire, 16 mm, c'est assez proche de 24. En fait, ça change absolument tout parce qu'en fait, à 24 mm, on peut apprécier les choses à peu près de la même manière que notre regard. Donc, typiquement, à 24 mm, pour une scène comme ça, c'est joli, je vais le mettre à mon œil, je vais prendre la photo et ça va correspondre à peu près à ce que j'avais. Et quand on est à 16 mm, en fait, les proportions et il y a une certaine distorsion qui est très typique et qui fait qu'en fait, vous allez devoir parfois vous rapprocher de votre premier plan jusqu'à ce que ce soit quasiment inconfortable, en fait. Quelque chose qui n'est pas habituel. Encore une fois, d'habitude, moi, touriste, je viens, je regarde ça, je me dis, c'est joli, je prends ma photo à 24. Maintenant, si je veux me mettre comme ça et mettre mon objectif tout près, etc., ça, c'est quelque chose que je ne fais pas en tant que personne normale, en tant que touriste, entre guillemets. Et quelque part, la photo à ultra grand angle va vous demander de vous mettre bas, de vous mettre près, de changer de perspective. Et c'est vraiment toutes ces choses-là que je vais essayer de vous transmettre ici. Donc, à partir du moment où on partage le constat que ça va être une expérience créative de faire de la photo à ultra grand angle, moi, ce que je vous propose, comme souvent, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas, c'est de faire dans un premier temps la photo safe. Donc, faites-la quand même, cette fameuse photo qui englobe tout sans faire de choix, parce qu'au moins après, vous saurez que vous l'avez dans le boîtier et vous pourrez vraiment prendre des décisions et éliminer des choses dans vos compositions sans avoir peur de rater quelque chose. Donc là, je vais la prendre, comme ça, je l'aurai dans la boîte. Voilà. Alors, quelle est la méthode que j'emploie pour faire une photo ou plusieurs photos à l'ultra grand angle? J'ai une étape numéro 1 qui est de bouger, d'explorer et de réfléchir. Parce qu'en fait, avec un ultra grand angle, ce qui va se passer, c'est que vous allez emmener le regard du spectateur dans la photo et vous allez lui faire un chemin. Et ce chemin-là, il faut le construire. Et avec un objectif aussi large que ça, un déplacement de quelques centimètres, parfois même de quelques millimètres, va totalement changer le chemin visuel de la photo. Donc, cet emplacement-là qu'il faut trouver. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est de balancer votre trépied, de ne surtout pas sortir votre trépied quand vous faites de la photo à ultra grand angle. On verra ça plus tard. D'abord, on doit trouver notre compo. Donc déjà, il faut que je décide, est-ce que je la veux à la verticale, à l'horizontale, haut, bas, proche, j'en sais rien. Je vais regarder tout ça. Comme je vous ai dit, on va jouer sur la proportion entre les éléments. Là, ici, j'ai une petite mare devant moi. Elle doit faire peut-être 1 mètre de diamètre. Et derrière, on a une immense source d'eau chaude qui doit faire peut-être 40 mètres, 50 mètres de diamètre. Si je me recule un petit peu, ici, on a l'impression, allez, on va dire que cette petite mare devant, là, elle est 4 ou 5 fois plus petite que la grande mare derrière, en proportion dans l'image. Donc, j'ai avancé de 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres maximum. Et sur la nouvelle photo que je viens de faire, on a l'impression que cette mare, elle est 3 fois plus grande que celle qu'il y a derrière. En tout cas, en proportion, elle prend 3 fois plus de place. Donc en fait, ce premier choix-là, déjà, de savoir à quelle distance on se fait du premier plan, ce premier choix est hyper important. Ça dépend pas de la focale, en fait, ça dépend de votre placement par rapport aux éléments. Donc après, évidemment, on va changer la focale pour adapter le cadrage, mais si je me mets tout près de celui-là, il va paraître beaucoup plus grand. Si je me mets plus loin, il va paraître plus petit. Donc je vais déjà prendre cette décision-là, moi. Regarde, parce qu'il y a une fumerole juste là, donc je vais pas mettre le pied dedans quand même. J'ai l'impression que je l'aime bien assez grande en fait, cette petite mare devant, parce que l'autre, je pense qu'elle habille l'arrière-plan, mais j'ai envie de prendre un petit risque en fait avec cette photo, c'est de faire une symétrie, une espèce de symétrie, c'est on a celle-là, puis ensuite le deuxième plan qui est assez neutre, on va dire, et l'arrière-plan, et donc je voudrais qu'on ait à peu près une symétrie, que ça fasse du coup à peu près la même taille. Donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit une taille à peu près similaire. Donc je vais me placer à peu près par ici. Ensuite, je vais décider si je le fais à l'horizontale ou à la verticale. Alors verticale, ça me permet de me mettre comme ça,
Ici, j'aime bien. Je vais essayer de trouver ma symétrie pour qu'elle aille bien. Mais voilà, j'ai des options ici qui sont bien. Si je me baisse, ça cache un petit peu ce qu'il y a derrière. OK. Et à l'horizontale, hop là. J'aime moins à l'horizontale. Donc, je vais me mettre à la verticale, probablement sur un cadrage un peu similaire à ça. Je vous montre juste ce que ça donne. Hop, un petit tour de réglage sur le polarisant. Ok, donc je sais que ma compo, elle va être quelque part par ici. Donc du coup, à partir du moment où j'ai cette idée de la compo que je veux faire, enfin, je peux commencer à aller chercher mon trépied. En réalité, pas tout de suite quand même le trépied parce que j'ai zappé quand même l'étape 2 là. L'étape 2, c'est l'étape de la résolution de problème. Parce qu'en fait, quand vous allez inclure beaucoup de choses dans votre photo, eh ben, il y a des choses qui vont être des éléments qui vont être une distraction. Là, par exemple, j'ai cette branche ici, la branche noire, là, qui attire pas mal le regard. Donc, je me demande ce que je vais en faire dans ma photo. Et donc, c'est le moment où je me dis, OK, je sais quelle proportion je veux, d'accord? Et si je me mets, par exemple, par ici, hop, et bien là, la branche, elle va venir complètement par-dessus la belle bassine bleue et saumon qu'on a là-bas derrière. Et donc moi, ça m'embête un petit peu. Elle va prendre trop de place, elle va être embêtante. Pourtant, ça aurait été une compo plutôt sympa parce qu'on aurait eu du coup cette petite piscine dans le coin en bas à gauche et l'autre en haut à droite. Donc ça aurait pu faire quelque chose de plutôt sympa, une belle diagonale. Mais là, cette fois-ci, c'est pas la diagonale qu'on va choisir. Donc c'est aussi pour ça que je vais choisir une symétrie, c'est que je vais me mettre vraiment centré ça ici, centré l'autre derrière. Pourquoi? Uniquement à cause de cette petite branche là-bas qui sinon va me poser problème. Si je me décale plus sur le côté ici, elle va complètement disparaître dans les sapins, la petite branche. Je fais une petite photo juste pour vous montrer. Hop, donc là, elle disparaît dans les sapins là-bas, mais mes éléments du coup se superposent plus bien comme je voulais. Donc en fait, je préférais mettre ici. Et vous avez vu que je bouge de 20 cm d'un côté, 20 cm de l'autre. C'est rien du tout. Et si j'avais un premier plan encore beaucoup plus proche, si je me mettais par exemple au ras du sol, là du coup on oublierait l'autre bassine, notre piscine, mais on en fera peut-être une comme ça pour l'exercice. Si je me mettais là, c'est plus un déplacement de 20 cm, c'est un déplacement de 3 cm qui va changer complètement le cadrage. Donc, tous ces micro-mouvements, il faut les faire maintenant pour avoir vraiment une idée exactement de ce que vous voulez. Donc là, moi, je me mets comme ça, je visualise, et là, je me dis qu'on est bon. Donc, en gros, là, ce qu'on va essayer d'éliminer, c'est faire le tour de l'image et voir s'il y a des éléments qui sont un petit peu gênants, des distractions. Regardez aussi si on a une bonne relation entre premier plan, deuxième plan et arrière-plan. Il ne faut pas que le deuxième plan soit trop grand s'il n'est pas très intéressant, par exemple. Il faut vraiment sélectionner un petit peu ces différences-là. Et puis, voir aussi si les lignes vont dans le bon sens, si les lignes nous amènent dans la photo. Moi, j'ai cette petite ligne ici, blanche en fait. Sur le second plan, c'est une ligne qui m'amène dans la photo, l'air de rien. Donc si je me mets sur le côté comme ça, bah, ça crée une espèce de triangle. Moi, je me mets ici en bien symétrique, ça va aller aussi. C'est là aussi que je vais déterminer si je veux un angle de tilt vers le haut, vers le bas comme ça. Donc toutes ces petites différences-là, tous ces petits réglages vont faire des grosses différences. Donc maintenant, je peux passer à l'étape 3 et enfin aller chercher le trépied. Ok, on a sorti le trépied et donc là, il faut qu'on retrouve exactement le positionnement qu'on avait. Donc je le recherche à nouveau. Là, on n'est pas trop mal. Est-ce qu'en hauteur, on n'était pas plus bas? Là, j'ai l'impression que je suis un peu trop près. Mon œil était plutôt comme ça. On va régler un peu les pieds du trépied. Voilà, je vous explique. En fait, c'est que l'arbre qu'il y a là-bas, le petit arbre mort, là, il prend quand même de la place. Donc, on va le voir dans la photo. Et vu qu'on va le voir, eh ben, je fais attention à ce qu'il ne soit pas coupé. Par exemple, si je me mettais comme ça, là, il est coupé, il sort un peu bizarrement. Ça fait un truc un peu bizarre, de la façon dont ça ressort. Alors qu'ici, hop, donc là, je suis sur une photo verticale. Vous voyez que quand je suis à l'avant, ici comme ça, on le voit, le bout d'arbre, mais il est coupé un peu bizarrement, donc c'est un peu nul. Alors que si je me mets comme ça, il ne sera pas coupé, on voit le début de l'arbre. Une question qu'on doit se poser, qu'on ne s'est pas encore posée ici, c'est est-ce que le ciel fait partie de notre composition? Pour moi ici, un petit peu, mais on a déjà nos deux éléments centraux, donc je vais plutôt me focaliser sur faire ma symétrie pile au milieu entre les deux sources, la petite devant moi et la grande derrière. À 17 mm, on est bien. Et ensuite, on va régler le polarisant, faire en sorte, surtout, encore une fois, moi je m'en fiche un petit peu là d'avoir du reflet dans l'eau. Mais c'est les herbes. Je veux que les herbes soient le moins de reflet possible. Voilà. Donc là, on a une compo qui est plutôt pas mal, qui me plaît bien. Donc, on est sur le trépied. On a notre composition. Ce n'est que maintenant qu'on va commencer à penser aux réglages. D'accord? Jusqu'à présent, on n'a pas eu besoin de s'en soucier. La question des réglages, en général, la grosse difficulté va être de pouvoir faire de la netteté du premier plan jusqu'à l'arrière-plan. Donc on va faire ça assez rapidement, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer exactement comment faire la netteté du premier plan à l'arrière-plan. Mais globalement, l'idée c'est soit on ferme pas mal le diaphragme, surtout si le premier plan est proche. Là, mon premier plan, en vrai, il n'est pas si proche que ça, parce que mon appareil est un petit peu en hauteur, et donc le premier plan, le tout premier plan, les petites herbes qu'on a là en bas, elles sont à 1 mètre de hauteur, 1 mètre, 1 mètre 20, donc c'est ça mon premier plan, mon plan le plus proche. Donc j'ai pas forcément besoin d'avoir une ouverture à f22 ou un truc comme ça. Donc là, dans un des cas faciles, où je peux me mettre par exemple à f16, probablement qu'à f16 ça ira. Je fais la mise au point, là en général on essaie de faire la mise au point au tiers de l'image, donc en gros
Là, je vais faire ma mise au point à 3-4 mètres de moi. Comme ça, devant, ce sera net et derrière, ce sera net. En général, en fait, il y a 2 tiers de la netteté. Bon, c'est difficile à expliquer parce que c'est une échelle un peu bizarre. Mais il y a 2 tiers de la netteté après l'endroit où on fait la mise au point et 1 tiers de la netteté devant. C'est plus de netteté derrière. Donc, on a intérêt à faire la mise au point plutôt proche de nous plutôt que proche de l'infini en général. Et donc, là, je fais ma mise au point au bord de la petite source devant. Voilà, je suis f16, très bien. Ensuite, on va régler les ISO. Là, comme on est sur une photo à ultra grand angle, il va sûrement y avoir pas mal de choses à post-traiter. Des ombres, des hautes lumières, des choses comme ça qui vont demander pas mal de travail. Donc, plus on arrive à mettre les ISO bas, mieux c'est. On a quand même une problématique, c'est la problématique de la petite fumée qui sort des sources. Et ça, il faut essayer de la figer quand même un minimum, parce que si on faisait une pause de 5 secondes, par exemple, ben, ça n'irait pas. Donc, je vais faire attention à ça. Mais en gros, là, je vais mettre à ISO 100. Je vois que je suis à... Alors, je vais corriger un petit peu mon exposition parce que le ciel est cramé. Voilà. Je suis à un 20e de seconde. Un 20e de seconde, normalement, on n'arrivera à capturer sans aucun problème cette petite fumée qui est là-bas derrière. Et donc là, bah, soit on se met en retardateur, je vais le mettre en retardateur là. Soit on peut utiliser une télécommande. Hop, je déclenche et j'ai 5 secondes, le temps que le trépied se pose bien, que ça ne bouge pas. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. En plus, c'est cool parce que la petite source de vent, elle avait fait des petites bulles, elle vient de se réveiller. Donc, je regarde ma photo. Très bien, ça rend super bien. Je regarde un petit peu l'histogramme. Ok, j'ai un tout petit peu de points blancs dans le ciel, un tout petit peu de points noirs au premier plan. Donc, pour moi, c'est nickel. Pas besoin de faire du HDR ou des choses comme ça. On peut avoir un tout petit peu de noir, un tout petit peu de blanc, ça va très bien. C'est si on a des grosses zones que ça pose problème. Donc là, je suis à F16, ISO 100. Un 20e de seconde. J'ai fait une image à F16, je suis à peu près sûr qu'elle est nette. Je vais en faire une autre à F11. Pourquoi? Parce que l'objectif est plus net à F11 qu'à F16. Donc, je me mets F11, un 40e de seconde, je refais la mise au point au même endroit, et je refais ma photo. Donc, vous voyez que je fonctionne toujours de la même manière. Je fais d'abord la photo safe, je suis sûr que ça ira, et après, j'essaie d'améliorer pour avoir un meilleur piqué, des meilleures couleurs, des trucs comme ça. Donc là, je peux vérifier, je vais m'amuser à vérifier sur ma photo, zoomer dessus pour essayer de voir si tous les plans sont nets, 11, et notamment aller voir le premier plan. Le premier plan m'a l'air pas mal. Alors, il est un peu dans l'ombre, alors c'est pas évident de juger. En tout cas, l'arrière-plan là-bas, les arbres à l'horizon, très bien aussi. Donc, encore une fois, si vous avez un premier plan hyper proche, genre 5 cm, là, il y a d'autres techniques, parce que même à F16 ou F22, même si le piqué est pas bon, bah, peut-être que déjà F16 ou F22, vous n'aurez pas tout net. Donc là, il faut utiliser des techniques du type focus stacking, et là, je vous renvoie sur ma vidéo sur la netteté et le focus stacking. Du coup, là, c'est l'étape numéro 4. Et l'étape numéro 4, eh ben, c'est d'attendre. Ça peut être tentant de se dire, c'est bon, j'ai fait mes réglages, j'ai ma photo, elle est dans la boîte, super, je peux arrêter. Et en fait, là, vous avez passé peut-être un quart d'heure, 20 minutes à tout préparer. Soit dit en passant, ça demande de l'énergie de préparer une composition ultra grand angle, vous l'avez vu. Moi, sur un spot donné, comme ici, par exemple cet endroit-là, je sais que je vais peut-être pouvoir en faire 2 ou 3 des recherches de composition. Et après, je suis créativement épuisé. Donc voilà, essayez de pas gâcher vos cartouches. Mais donc, vous avez travaillé pendant 20 minutes pour trouver une composition. Vous ne pensez pas que ça vaut le coup d'attendre 5 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure, qu'il se passe un truc particulier. Donc là, par exemple, on a la fumée qui vient, mais qui parfois nous vient dessus, parfois va vers la droite, parfois va vers la gauche, parfois la petite source de vent, elle se réveille. Et tout ça, ça dépend du sens du vent ou ça dépend de plein de choses. Il pourrait pareil y avoir par exemple, je sais qu'il y a des oies pas très loin ici à Yellowstone. Il y a pas mal d'oies et donc il pourrait y avoir un vol d'oies dans le ciel ou un rapace. Et ça, c'est des éléments qui seraient vraiment géniaux à avoir dans la photo directement. Donc voilà, je vais surveiller, attendre un petit peu et prendre quelques photos et je choisirai sur l'ordinateur après celle qui me paraît la mieux. Par exemple, là ici, on a un petit moment où on a presque plus de brume. Elle est bien écartée sur les côtés, donc je prends une photo et c'est plutôt intéressant. Et c'est quelque chose que vous allez avoir dans plein de situations où les choses bougent. Et en fait, dans la nature, il y a énormément de situations où les choses bougent. Soit vous êtes sur un coucher de soleil et la lumière change toutes les 10 secondes, soit vous êtes à la mer, il y a la dynamique des vagues, soit il y a des animaux, soit voilà, il y a tout le temps des choses qui bougent dans la nature. Là, c'est plutôt sympa parce que ça fait une petite colonne vers le haut, ça donne de la verticalité à la photo, j'aime bien. Alors c'est là où pour le coup, comme ça bouge assez vite, au moment où j'ai vu la colonne, j'ai déclenché, mais 5 secondes après, la colonne n'y était plus. Donc là, c'est vraiment le moment où moi, je vais prendre ma télécommande. Ça me permettra de gagner en rapidité. Franchement, une télécommande, c'est un bon investissement. Donc là, je continue à faire mes photos à F11, puisque a priori, ça fonctionnait bien. Dans le pire des cas, ce que je peux faire, je vous conseille de faire, si vous voulez, là, par exemple, si vous voulez décider si vous faites tout F11 ou F16, je refais une photo à F16 avec ce cadrage-là. Et du coup, je sais que mon premier plan, il sera bon avec cette photo-là. Donc, je peux faire tout le reste à F11, pardon. Sachez que toutes mes photos seront exactement telles que j'ai envie. Et si jamais j'ai un problème avec mon premier plan, j'irai le chercher sur la photo F16. Donc ça, c'est un petit prémisse de ce qu'on fait avec du focus stacking, mais on peut le faire de façon relativement simple, avec le même cadrage, une mise au point très proche. Vous avez votre photo de sécurité, et après le reste, vous amusez. Alors, la lumière change, je vais pouvoir augmenter un peu l'expo. Hop, là on a toute la fumée qui part à gauche. J'aime pas trop la fumée qui part à gauche parce que du coup ça fait ressortir beaucoup la petite branche de sapin qui dépasse là. Je suis obligé un peu de la voir cette branche de sapin parce j'ai envie de laisser un petit peu d'espace sur les côtés de la grande source bleue derrière. Mais du coup, je préfère, voilà, là il n'y a pas la fumée dedans. Hop, là il y a fumée verticale. Très bien.
Et là, c'est en train de passer vers la droite. Et ça, c'est plutôt pas mal. Que là, du coup, ça fait ressortir pour le coup, l'autre branche qui est là-bas, qui est beaucoup plus photogénique. Et là, le problème, c'est qu'on a perdu la lumière. Il n'y a plus le rayon de soleil qui passe dessus. Donc, on va faire avec ce qu'on a. C'est pas grave. Et donc là, l'étape 5, c'est la dernière étape. Si vraiment, de ce que vous avez fait, vous dites, waouh, cette photo, vraiment, elle est tellement bien que je pense qu'elle pourrait aller dans mon portfolio. À ce moment-là, moi, je ne peux que vous recommander de prendre beaucoup de temps en plus pour tester des choses supplémentaires. Soit faire un focus stacking, justement, juste pour être sûr. Soit d'essayer avec sans polarisant. Soit de changer un petit peu de cadrage. En faire une horizontale aussi. On ne sait jamais, peut-être sur l'ordinateur, vous vous direz, ou peut-être chez vous, vous vous direz, en fait, j'aimerais un tirage, mais il me faudrait un tirage horizontal et vous aurez fait que des photos verticales. Donc ça, c'est un des éléments les plus importants aussi, être capable d'identifier que cette photo va vraiment beaucoup vous plaire et de vous dire, c'est le moment de tout essayer. Faire un HDR aussi, s'il faut. J'ai une exposition, là, je vais faire par exemple, donc je suis à 1/30 de seconde f11 ISO 100, donc je vais me mettre en manuel, et donc je veux une exposition qui est bien pour mon ciel, donc je vais être à 1/40, comme ça j'assure le coup pour le ciel. Donc je vais faire, comme je fais un HDR, une composition de toute façon pour focus stacking, HDR, etc. Ce que je fais en général, c'est que je fais une première photo où je mets ma main devant. Hop, comme ça je sais qu'après, il y a une compo. Et ne pas oublier, refaire la mise au point au bon endroit. Et donc là, je vais faire, alors on imagine qu'on a le soleil. Donc là, je fais ma photo à 1/40. Ensuite, je vais faire ma photo à 1/20. Et puis, je vais faire ma photo à 1/10, qui sera probablement la bonne exposition pour le premier plan. Comme ça, encore une fois, vous avez tout ce qu'il faut. Si jamais vous voulez beaucoup retravailler la photo chez vous, si en retravaillant la photo dans votre ordinateur, vous vous dites « Ah zut, en fait, finalement, en débouchant les ombres, ça crée un petit peu trop de bruit dans la photo. C'est dommage, j'aurais pu faire ci sur le terrain. » Vous êtes sur le terrain, vous reviendrez probablement jamais dans cet endroit, dans ces conditions-là. Donc, prenez le temps de faire ces petites choses-là supplémentaires. Quelques petites erreurs courantes que je vois sur des photos à ultra grand angle. Alors parfois, c'est d'avoir le sujet trop petit. Là, si par exemple mon sujet, je voulais que ce soit cette grande bassine là derrière, là il occupe, on va dire, un bon tiers de la photo, mais parfois, si c'est une montagne que vous trouvez magnifique et que vous voulez quand même mettre un premier plan, à cause de la distorsion de l'ultra grand angle, l'arrière-plan va se trouver beaucoup plus petit que ce que vous aviez imaginé. Donc ça peut être un cas où vous êtes un petit peu trompé dans votre calcul. Donc des fois, l'ultra grand angle n'est pas forcément la meilleure solution pour ça. Il y a même après des photographes qui trichent un petit peu, qui vont faire une photo à ultra grand angle et une photo plus zoomée sur la montagne derrière, par exemple. Ils vont dans Photoshop venir rapprocher un petit peu la montagne pour la grossir un petit peu. C'est une technique qui me titille, que j'ai jamais testé encore, mais que j'aimerais bien essayer un jour. Je sais pas trop si j'aimerais, je sais pas trop si je trouverais ça honnête ou pas de faire ça, mais j'ai envie d'essayer un de ces jours quand même. Alors une autre erreur qu'on peut avoir assez souvent, c'est d'utiliser un filtre polarisant avec un grand ciel bleu, de vouloir mettre beaucoup de ciel. Parce que le problème que vous allez avoir en général, c'est que dans le ciel, vous allez avoir une espèce de grosse tache bleu foncé qui est absolument une horreur à enlever au post-traitement. Alors déjà, quand vous avez un grand ciel bleu, ne mettez pas beaucoup de ciel dans votre photo, voire ne mettez pas de ciel du tout. Et surtout, voilà, attention à l'usage du polarisant dans ce genre de circonstances. Alors une autre erreur que je peux voir, c'est de vouloir toujours absolument mettre un premier plan. Parfois, en fait, forcer un premier plan qui n'est pas suffisamment intéressant peut être une erreur. Je vous donne un exemple. Un premier plan qui est constitué d'un petit caillou, qui n'a rien de spécial, c'est un premier plan beaucoup trop simple. Ce ne sera pas suffisamment intéressant pour que ça attire le regard du spectateur. Un premier plan qui est constitué de, je sais pas moi, une trentaine de cailloux, tous les uns sur les autres, mis en vrac, c'est un premier plan qui est trop complexe. Ça va attirer le regard, on va perdre son regard dedans et on va pas aller voir le reste de la photo non plus. Donc un bon premier plan, et ça c'est quelque chose qui est très difficile et difficilement palpable, un bon premier plan, c'est un premier plan qui crée de l'intérêt, qui amène le regard du spectateur, donc s'il y a des lignes dedans, c'est encore mieux, mais surtout qui est ni trop simple ni trop complexe. C'est pour ça que souvent les premiers plans avec 2-3 éléments qui se complètent bien, c'est plutôt intéressant. Une autre erreur que je vois aussi, c'est de ne pas faire attention aux éléments qui peuvent se croiser dans une photo. On essaye d'éviter à l'ultra grand angle, surtout quand on a des lignes dans cette photo, d'avoir des éléments qui se chevauchent les uns sur les autres. Il faut laisser de l'espace. Vous avez une rivière, vous avez des cailloux qui sont des rochers qui sont assez typiques, on va dire, de cette rivière et qui vont se voir beaucoup sur la photo. Faites en sorte qu'il n'y en ait pas un qui chevauche un autre, par exemple. Donc essayez toujours de créer une séparation et de laisser un petit espace entre les deux. Autre chose aussi, c'est de vouloir absolument éviter que le soleil soit dans son cadre. En fait, à l'ultra grand angle, c'est probablement le cas où c'est le plus intéressant de mettre le soleil dans le cadre. Je dis pas qu'il faut le mettre à chaque fois, mais on peut faire souvent des choses assez intéressantes parce qu'en fait, grâce au soleil, on va pouvoir montrer un petit peu le chemin lumineux dans la photo et montrer pourquoi certains endroits sont éclairés et d'autres non. Et ça, c'est quelque chose qui va être très présent sur les photos à l'ultra grand angle dans la mesure où on va avoir, on a un cadre qui est tellement large qu'on a souvent des zones éclairées, des zones non éclairées, et donc pouvoir accentuer un petit peu cet effet-là et notamment raconter l'histoire avec le soleil qui va dedans, ça peut aider. Et une dernière erreur que je vois aussi beaucoup, c'est en fait de faire des photos à ultra grand angle toujours exactement de la même manière, à la même hauteur, avec le même type de réglage, avec le même, toujours à l'horizontale, toujours à la verticale. Vous voyez que chaque scène en fait est complètement unique et donc il faut totalement adapter sa façon de faire une photo ultra grand angle à chaque scène. Encore une fois, ici, j'aurais très bien pu me dire, photo ultra grand angle, il faut que mon premier plan soit très proche. Là, j'ai de la mousse super intéressante devant, je dois me mettre tout près. Mais si je m'étais mis tout près comme ça, ma photo aurait été totalement différente parce qu'on n'aurait pas vu le grand bassin bleu et saumon qu'il y a derrière. Donc c'est une autre photo,
peut-être que j'essaierai de la faire, mais c'est pas du tout, c'est pas celle que je voulais faire en tout cas ici. Pour vous aider à toujours mieux comprendre comment raisonner en ultra grand angle, je vous ai pris plein de situations différentes ici, qui sont toutes prises à Grand Teton et Yellowstone pour rester un peu dans le cadre, mais ça vous permettra justement d'illustrer les différents points qu'on a vus dans cette vidéo. Donc un exemple assez typique, c'est celui-là. Celui-là, on est sur une scène où c'est joli, il y a des éléments intéressants, il y a cette ligne qui amène vers la colline, la forêt, etc. Mais il manque un point focal. Sur cette photo, on est sur une photo où c'est un bel environnement, mais on n'a pas un sujet fort. Donc c'est là où vous devez mettre au premier plan votre sujet. La grosse difficulté qu'on a ici, c'est si on veut à la fois mettre en avant le premier plan et mettre en avant la ligne qu'il y a derrière, on est obligé de prendre de la hauteur, donc on ne peut pas se mettre au ras du sol et faire le premier plan sur ce bois de wapiti calcifié. Donc on est un petit peu obligé de jongler entre les deux, mais en tout cas ça crée un point d'intérêt qui fait qu'on rentre dans la photo et qu'ensuite on va pouvoir continuer à la regarder. Donc ça c'est un cas assez typique, parce que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit finalement, une photo à ultra grand angle où on a du mal à voir un élément fort qui ressort. On va en voir d'autres où il y a un sujet très fort, mais dans ce cas-là, c'est vraiment très important d'avoir ce sujet au premier plan. Imaginez que vous ne l'ayez pas, ça change totalement la photo. Un autre exemple typique qui peut vous aider à avoir un bon et un mauvais premier plan. Ici, on a ce lac d'altitude avec ces magnifiques montagnes de la chaîne des Tétons, et on a un premier plan ici qui est intéressant parce qu'il attrape la lumière. Mon petites herbes ici attrapent la lumière, donc j'en ai des beaucoup moins bien que celle-là, on va dire, mais malgré tout, c'est un premier plan qui est pas complètement satisfaisant pour moi. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, on a un premier plan qui est un peu trop complexe, un peu trop fouillé. Et donc au final, ce premier plan vient un peu chipper la vedette aux montagnes qu'il y a là-bas derrière, alors que globalement, on devrait normalement regarder plus les montagnes et le reflet. Donc c'est pour ça qu'il ne me satisfait pas totalement. Et si on regarde plutôt celle-là, par exemple, là on voit que le premier plan, clairement, il nous permet de rentrer dans la photo. On a, comme je vous disais, 2-3 éléments qui ressortent fort, et c'est suffisant pour qu'on rentre, mais on va très vite avoir le regard qui va être attiré par ce qu'il y a au bout. Et cette photo-là, elle est intéressante parce que, en réalité, si je vous montre cette photo, dans son cadrage d'origine, voilà, vous pouvez voir qu'en fait, au premier plan ici, on avait beaucoup plus de fouillis, et donc j'ai volontairement recadré pour passer là au-dessus de cette zone où il y avait plein de petites branchages, etc. Parce que là, pour le coup, le poids de cette zone-là est trop important, et donc ça attire trop le regard. Donc pour le cadrage final, vous voyez, hop, j'ai totalement enlevé la partie en bas. J'ai remis un petit peu d'ombre aussi sur la partie de droite parce que c'est la partie qui faisait un petit peu plus fouillis. Donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte de bien comprendre que ces 2-3 troncs qui amènent en plus avec une ligne vers les montagnes derrière, c'est ça qu'on veut, c'est là-dessus qu'on veut appuyer, et donc on va faire en sorte que ça ressorte. Donc ça vous donne un petit peu une idée, un feeling j'espère, de ce qui va représenter un bon d'un mauvais premier plan. Un autre exemple ça peut être celui-là. Là ici c'est très différent parce que pour le coup, notre premier plan n'est pas constitué que d'un ou deux éléments, mais vraiment de beaucoup d'éléments. Je pense qu'il est indispensable d'avoir ce premier plan ici, parce que ça vient un petit peu encadrer cette source hydrothermale qui est vraiment splendide. Mais ceci dit, comme c'est un premier plan où il y a beaucoup d'éléments, on doit absolument faire en sorte que ce premier plan ne soit pas trop agressif à l'œil. Donc là, par exemple, au post-traitement, j'ai légèrement baissé la clarté, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de contraste, qu'il n'y ait pas trop d'éléments qui ressortent très fort, pour que ça amène en douceur dans la photo et que ce soit pas le truc sur lequel notre regard se bloque. Donc vous voyez qu'on peut aussi jouer au post-traitement, et ça fait partie de ces choses où on doit faire très attention au moment où on prend la photo, de savoir ce qu'on peut faire au post-traitement. On a celle-là qui est un bon exemple aussi, où là pour le coup il y a un petit peu de fouillis effectivement sur la berge, mais on a cette branche très blanche qui attire le regard tout de suite, et donc c'est ça qui va constituer notre élément central du premier plan, ce qui fait que pour le reste, là aussi, j'ai pu baisser un petit peu l'exposition, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de contraste sur ces parties-là, alors que par exemple le traitement du ciel, j'ai accentué un petit peu justement les contrastes et faire ressortir cette texture dans les nuages, donc c'est vraiment ce genre d'exemple où il faut surtout pas faire des retouches globales, on va vraiment travailler d'une façon très particulière son premier plan, d'une façon particulière son sujet. Je vous montre quelques autres petits exemples en vrac. Celle-ci est aussi intéressante dans la mesure où j'ai pris la photo parce que la lumière venait vraiment parfaitement bien taper ce premier plan à cette texture, mais ça fait partie de ces exemples, peut-être que j'ai mis un peu trop dans le cadre, je ne sais pas. Mais n'hésitez pas aussi, une fois que vous avez pris cette photo au grand angle, de zoomer dedans et de vous dire en fait, peut-être par exemple que j'ai une composition comme ça. Et c'est vrai que comme ça, c'est pas mal aussi. Et donc peut-être qu'il y avait une photo dans la photo. fait. Alors du coup, je perds l'élément que j'avais là-bas, mais je mets beaucoup plus l'emphase sur ces petites piscines sur la gauche et vraiment la partie la plus attractive, on va dire, de cette photo. Celle-là, c'est un autre exemple où pour le coup, on n'a pas de possibilité de premier plan fort, mais c'est notre sujet qu'on va mettre au premier plan. Notre sujet est tellement large, tellement grand, que c'est lui qui va occuper tout le premier plan. Et donc là, avec un petit jeu de vignetage, il n'y a même pas besoin de rajouter un autre élément. C'est celui-là qui se suffit à lui-même. Et donc tout le reste du décor, l'arrière-plan, va être là pour créer le
le cadre, on va dire, pour mettre en valeur cette magnifique piscine naturelle. Là, on est dans un cadre un petit peu similaire. Enfin, oui, c'est ça, parce qu'on va dire que le sujet principal ici, même si on voudrait que ce soit le grand prismatique là derrière, à cet endroit-là, moi je reste intimement persuadé que le sujet principal, ce sont ces matelas de bactéries thermophiles multicolores qui créent des lignes, des directions. Alors évidemment, j'ai fait en sorte qu'on voit bien aussi la couleur qu'il y a là-bas derrière, parce qu'il y a un contraste de couleurs qui est vraiment magnifique. Et pour moi, le sujet est plus là, et d'ailleurs, je vais peut-être pouvoir encore un peu plus l'accentuer, je pense, en termes de couleurs et de contraste. Un petit peu similaire ici, hein, là, l'idée, c'est de mettre en avant très fortement ce sujet au premier plan. On a des petites lignes qui amènent dedans, faire en sorte que l'arrière-plan soit là plus pour le décor et n'attire pas l'attention. Encore une fois, ce type d'exemple, j'ai ici cette petite mini branchette, petite branche, voilà, qui va jouer un petit peu ce rôle de petit point d'accroche pour le regard. Et puis celle-là est intéressante parce que pour le coup, ça c'est une scène où je peux vous dire avec certitude que j'ai un peu essayé de forcer le premier plan. En fait, toute la scène est en enfilade, il y a énormément de choses jolies à regarder, là, et plus on avance, plus il y a des choses intéressantes. Et donc moi je voulais absolument essayer d'avoir un premier plan, et donc là on voit qu'en fait j'ai été prendre ce caillou, qui donne normalement une petite ligne qui amène dans la photo, mais c'est pas suffisant. C'est un premier plan qui est trop simple pour le coup, et j'ai beau essayer de tripoter cette photo dans tous les sens, je n'arrive pas à lui donner la force que j'aimerais lui donner. Et donc il est fort probable qu'en fait, quand je retourne à cet endroit-là l'année prochaine, eh ben on fasse des cadrages un petit peu différents. Peut-être on va descendre, peut-être on va essayer de mettre... Là je vois qu'il y a une toute petite plante, ici là. Peut-être ce sera ça, la mousse et cette petite plante au premier plan, avec finalement ces deux bassines oranges qui sont peut-être l'élément central. Voilà, mais il y a d'autres compositions à travailler ici, et là j'ai raté. Voilà, j'ai essayé de forcer un premier plan qui ne marche pas à mon sens, parce que trop simple. Là ici pour le coup, le premier plan est plutôt cette ligne qui amène vers le sujet, donc là c'est relativement simple comme composition. Et ici c'est un cas aussi assez difficile, on passe pas mal de temps, et puis là on a d'ailleurs avec le groupe, on a toujours des lectures différentes, mais pour le coup ici on peut penser que le premier plan est trop complexe parce qu'il y a beaucoup de petits cailloux, mais en même temps ils sont tellement fins que c'est quasiment, pour moi c'est un petit peu le même effet que des brins d'herbe en fait, et donc ça c'est vraiment, c'est un cadrage qui est très travaillé. Je trouve que quand on est un peu plus large et qu'on met plus de cailloux, ça en fait trop, et je trouve que quand on recadre un peu plus serré et qu'on en a moins, ça fait trop peu. Donc pour moi en tout cas, de mon avis, ce premier plan là est nécessaire et suffisant pour amener ensuite vers ce lever de soleil sur la chaîne des tétons, et puis là en plus mettre l'accent sur le ciel. Mais ça aussi, voilà, de toute façon sur le terrain, on voit qu'il y a quand même une question de préférence personnelle. Mais en tout cas, c'est sur des photos comme celle-là, c'est des dizaines de minutes à essayer de trouver l'angle exact, le nombre de cailloux exact qu'on va mettre dans la photo, etc. Donc c'est évidemment très travaillé. Voilà, j'espère en tout cas que ces petits exemples vous aident aussi à un petit peu mieux appréhender tous les points qu'on a pu voir dans cette vidéo, et j'espère maintenant que vous arriverez plus facilement à faire vos photos à l'ultra grand angle. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les autres si vous aimez la photo de paysage, vous allez vous régaler sur cette chaîne, et moi je vous dis à bientôt, ciao.